Bonjour, notre cinquième petite porte ouvre sur les vignes. Quand je dis les vignes, c'est celle de la belle époque, qui n'était d'ailleurs pas belle pour tout le monde. Vous savez, à la fin du 19e siècle, il y a eu une crise avec le phylloxéra d'abord, puis crise de production, de mévente, et qui a débouché sur une énorme crise qui a culminé avec les grandes manifestations de 1907. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait des études d'histoire ici, à Perpignan, et qu'on ne m'avait jamais parlé de ce qui s'était passé pendant cette crise-là en pays catalan. Ah ça, on savait tout de ce qui s'était passé à Narbonne, Argelliès, Marcenay-Albert, le docteur Féroul, et même donc, dans l'eau, dans le général, et les fusillades donc, qui avaient fait des morts à Narbonne. Un peu dans l'Hérault aussi, avec la mutinerie du 17e à Béziers, mais absolument pas de ce qui s'était passé en Roussillon, et pourtant il s'en était passé des choses, puisque c'est à Bachas, dans les Corbières, que tout avait commencé, lorsque le conseil municipal a envoyé à Clémenceau, qui était président du conseil, donc une lettre affirmant pas de revenus, pas d'impôts, et si vous nous envoyez le percepteur, on va le recevoir à coups de fusil. Et d'ailleurs, ils avaient monté des barricades à chaque entrée du village et ils avaient posté un guetteur tout au sommet du clocher pour justement guetter l'arrivée de ce percepteur au nid. Donc tout avait commencé ici, ensuite il y a eu une grande manifestation en mai 1907, on a incendié la préfecture et tout ça, et on n'en parlait jamais dans les livres d'histoire. J'avais envie de le raconter. Moi, il me fallait une intrigue romanesque. Et il se trouve qu'en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur Georges et Raoul Sanac. Ils habitaient Bao, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Perpignan, et ils étaient à l'époque la paire de jumeaux la plus âgée de France. Ils avaient 92 ans. Donc je suis allée les rencontrer, Georges d'abord, Raoul ensuite. Et la première chose que m'a dit Georges, c'est « ma famille m'a abandonnée à ma naissance ». Et quand je suis allée voir Raoul, il m'a dit « j'ai volé ma mère à mon frère ». En fait, il n'y avait pas une histoire genre les Misérables et Thénardier derrière tout ça. Il se trouve que la maman qui avait eu les jumeaux n'avait pas assez de lait pour nourrir les deux, et que par conséquent, un des deux, choisi au hasard à ce moment-là, a été placé en nourrice. Alors à l'époque, il fallait avoir soi-même d'ailleurs un enfant pour pouvoir allaiter un autre enfant qui vous était confié. Le petit Georges avait donc été mis en nourrice, il avait été séparé de sa vraie maman pour se retrouver avec une maman d'adoption, mais il avait été aussi séparé de son frère jumeau, ce sont des vrais jumeaux, et il avait grandi avec un faux jumeau, un bébé, qui est un petit garçon qui avait à peu près le même âge que lui. Il avait de quoi quand même perturber. Il était resté 5 années loin de sa famille, qui allait le voir de temps en temps, ses agriculteurs, ils n'avaient pas le temps à chaque fois. Et lorsqu'il était revenu dans sa famille biologique, donc, il s'était rendu compte, le petit garçon qu'il était, qu'il y avait des différences, tout simplement parce que sa maman avait perdu le contact physique avec lui. Vous savez, quand on a un enfant, qu'on l'allaite, qu'on l'a dans les bras, qu'on le cajole, c'est un contact naturel qui se fait, alors que quand l'enfant n'est plus là, il faut réapprendre les gestes. Puis quand ils allaient au marché, eh bien sa maman disait « mon fils », avant de se reprendre. Non, je voulais dire « mes fils ». Tout ça, dans la tête d'un petit garçon de 5 ans, 6 ans, ça reste gravé de façon indélébile. Et voilà pourquoi ces deux vrais jumeaux, qui se ressemblaient, mais alors physiquement totalement, avaient grandi et avaient vécu avec deux caractères diamétralement opposés. Raoul, qui était resté avec la maman, la grande sœur, et aussi la grand-mère d'ailleurs, qui avait été couvée par les 3 femmes. Raoul était un homme posé, sérieux avec les filles, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il faisait du sport, il avait fait du rugby, du tennis, et à 92 ans, il faisait encore du vélo. Bao, Saint-Estève et retour, ça fait à peu près 5 km, pas beaucoup, mais à 92 ans, il faut le faire. Quant à Georges, lui, il avait fait les 400 coups. C'est-à-dire qu'il avait fumé, bu, couru les filles, il avait collectionné les motos et les voitures les plus rapides. Alors évidemment, il aurait pu périr dans un accident de la route, ça c'est sûr. Mais ça n'était pas arrivé, du coup, tous les deux, malgré cette différence d'hygiène de vie absolue, étaient là à 92 ans. Ce qui démontrait que la longévité, c'est d'abord une question de gènes. Ça, c'était pour mon reportage. Mais cette histoire m'avait profondément touchée, bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai choisi de d'utiliser ces deux jumeaux dissemblables pour raconter cette crise viticole et ces grandes manifs de 1907, chacun la vivant à sa façon. Et c'est comme ça
que sont nés les jumeaux Fabrègue. Alors quand je dis sont nés, je parle du livre bien entendu, mais aussi les jumeaux eux-mêmes, puisque l'histoire commence le jour où ils viennent au monde. Le poing de Joseph Fabrègue s'abattit avec fracas sur le battant ouvert de la porte de l'écurie, provoquant la débandade caquetante de la demi-douzaine de poules qui picoraient dans la cour. Ficelle en lâcha la brosse en paille de fer avec laquelle il récurait une comporte et jeta par en dessous un regard surpris à son patron. Ah bah, ça ressemblait guère à l'amour de s'énerver ainsi. Hein. Lui, il était plutôt du genre taiseux, économisant ses paroles autant que son bien, et ses colères, aussi froides que la neige au sommet du Canigou, vous glaçaient jusqu'aux os. Même lors de la grande maladie qui avait rongé les racines des pieds de vigne, il ne s'était jamais laissé aller aux imprécations, affrontant ce coup du destin en vigneron têtu qu'il était, le cou rentré dans ses épaules musculeuses et les manches déjà retroussées, prêt à tout reprendre de zéro. Qu'est-ce qui pouvait en ce jour mettre son sang en ébullition? Ficelle n'avait rien à se reprocher, mais il replongea le nez dans sa comporte, sait-on jamais. Ficelle s'appelait en fait Mathieu, Mateu en catalan, la seule langue qu'il comprenait et à laquelle il répondait. Les bonnes gens de son village ayant une imagination limitée, il devait son surnom à la maigreur extrême qui lui faisait les coudes et les genoux pointus à travers le coutil de sa veste et le velours de son pantalon. Les mauvaises langues de Perestorte, et il n'en manquait pas, ajoutaient que la comparaison valait aussi pour l'épaisseur de son cerveau. Mais même les plus acérés convenaient qu'il était un ouvrier consciencieux, ne mélangeant pas sa peine à la vigne comme au mas. Il courba donc l'échine un peu plus, et frotta encore plus fort l'intérieur du cuveau de châtaignier, comme si les vendanges devaient commencer le lendemain, alors qu'on était quand même qu'en mai. Cette hâte servile, du moins c'est ainsi qu'il la jugeait, fit hausser les épaules à Père Roca, l'autre ouvrier qui s'affairait un peu plus loin. Roca n'avait pas de surnom, d'ailleurs sa carrure impressionnante aurait dissuadé quiconque de se risquer à lui en donner un. Il savait qu'on le craignait, et en retour, il clamait à tous les vents de grandes personnes, pas même le Djep, son patron, qui en imposait pourtant à plus d'un. L'agitation de celui-ci, pour inhabituelle qu'elle fût, ne l'inquiétait pas. Il faut dire qu'il était lui-même marié et père de 2 enfants, et qu'il avait déjà traversé ces moments terribles d'angoisse et d'impuissance, où tout homme, fût-il capable de soulever une charrette d'une main pour ajuster une roue neuve de l'autre, comme il l'avait fait 10 jours auparavant, se sent désespérément inutile. Ces longues heures où les femmes subissent les affres de la mort pour donner la vie, le mal exclu les vit comme un coupable qui voit un innocent condamné à sa place. Le père Fabrègue poursuivait son manège exaspéré, arpentant à grandes enjambées précises, comme si leur stricte égalité pouvait conjurer le mauvais sort, la cour de terre battue délimitée par les bâtiments coiffés de leurs longues tuiles romaines, roussies comme la croûte d'un pain bien cuit, dont l'ensemble formait le mas qu'il avait hérité de son père à une demi-lieue de Rivesaltes. C'était un corps d'habitation à un étage, flanqué d'un côté par la cave, où les fûts de chêne s'alignaient dans l'ombre, et la grange, où étaient serrés les outils et le matériel indispensable au travail de la vigne, et de l'autre par le poulailler et l'écurie, qui abritaient les 2 percherons aux cuisses épaisses. Un haut mur percé d'une large porte cochère fermait le rectangle, ombragé à demi par la vaste couronne d'un pin. La maison ne touchait pas les autres bâtiments et à chaque fois que le Djep passait l'angle, une rafale de tramontane soulevait la visière de sa casquette. Il baissait machinalement la tête, allongeant le pas pour échapper à la bourrasque en retrouvant l'abri des murs de briques rouges, qu'en Roussillon on appelle Keirou. Longues et étroites, elles alternaient avec des galets ramassés dans le lit de la glie toute proche et noyés dans un mélange de sable et de chaux. Pour rendre l'appareil plus rigide, les maçons catalans enfonçaient dans les joints des éclats de tuiles ou de briques qui s'enroulaient en guirlandes autour des pierres rondes, dessinant en pointillés patinés par les intempéries l'histoire de la bâtisse. Mais ce jour-là, Djep ne leur accordait même pas un regard, pas plus qu'aux alignements de cèpes feuillus qui prenaient naissance derrière le mas et enfilaient leur perspective vers le nord, jusqu'aux croupes calcaires des corbières dont le gris paraissait blanc sous le soleil de midi. Lui qui croyait que les bébés choisissaient toujours la nuit pour venir au monde. Il aurait préféré. Manquer de sommeil n'empêche pas de sulfater. Tandis que là, c'était une journée de travail perdu. Ficelle et le roc auraient pu s'en charger seuls, mais Djep ne se fiait qu'à lui-même pour décider du bon moment, du bon dosage. Bon sang, c'était bien sa veine. Il fit un nouveau demi-tour rageur,
insensibles au parfum mielé des genêts qui éclataient de toutes leurs fleurs d'or en bordure des vignes. Cela faisait des heures maintenant que sa belle-mère l'avait mis dehors en lui promettant que ce ne serait pas long, sûr. Sa femme, après tout, n'en était pas à son premier accouchement. Mais l'assurance affichée par la sogre ne suffisait pas à le rassurer. Après la petite Thérésine, 7 ans plus tôt, Lucie avait donné naissance à un enfant mort-né et à un autre qui n'avait vécu que 3 jours. 2 garçons qu'aucun de sort, 2 héritiers que le destin lui avait retirés. Jep invoquait le destin pour ne pas hériter Dieu, mais c'était au Très-Haut qu'il s'adressait en son fort intérieur, le mettant en demeure de redresser cette injustice qui le frappait. Les poings enfoncés dans les poches de son pantalon, il ponctuait silencieusement chacun de ses pas d'un « un garçon, bon Dieu, un garçon », que les minutes s'ajoutant minutes et les heures aux heures rendaient de plus en plus hargneux. De derrière sa comporte, Ficelle n'osait même plus risquer un œil. Enfin, la porte de la maison s'ouvrit et la sogre sortit, un gros paquet de linge ensanglanté sous le bras. Derrière elle, jaillit un gémissement étouffé sur lequel elle referma en hâte le battant. La douleur des femmes ne devait pas sortir de leur maison. Alors, interrogea Jep en se forçant au calme. Sa belle-mère savait pourtant qu'il bouillait de curiosité. « Ça y est-il enfin ?» Elle prit le temps de laisser tomber les draps souillés dans la lessiveuse sous l'appentis, de se redresser, une main soutenant ses reins douloureux, avant d'acquiescer de la tête. Puis, curieusement, elle leva vers le ciel un doigt crevassé par de nombreuses lessives. « Mais quoi, qu'est-ce qui se passe ?» s'étrangla Jep. Mais elle avait déjà tourné les talons. Il crut l'entendre marmonner. « Pas fini, il y en a un autre. » Abasourdi, il resta figé au milieu de la cour, la bouche soudain sèche comme la terre de ses vignes cuites par l'été. Un autre quoi? Mais qu'est-ce que c'est, fille ou garçon? Les mots avaient du mal à s'arracher de sa gorge que la colère et l'angoisse étranglaient d'un nœud douloureux. Sa respiration sifflait comme celle de Nanou la Plagne, qui était asthmatique. Les épaules de la vieille ne se soulevèrent avec lassitude, comme si la question était là. Sa fille se tordait encore dans le lit conjugal, le ventre déchiré, le dos cambré par des spasmes d'agonie. La lutte entre la vie et la mort continuait dans la touffeur de la chambre close, où les relents, aigres de la transpiration et douceâtres du sang, se mêlaient à la buée qui s'élevait des bassines pleines d'eau chaude. La porte se referma sur elle avec un claquement sec. Lucie reposait, les yeux clos, le visage aussi blanc que la tête d'oreiller sur laquelle ses cheveux bruns, presque noirs, s'étoilaient en longues mèches humides. Cette pâleur mortelle fit reculer Jep. Il régnait dans la pièce une chaleur d'étuve qui allumait des feux aux joues des 2 vieilles dames, s'activant encore autour du lit à faire disparaître les dernières traces de l'accouchement. Il était entré trop tôt, il le savait. Lors des accouchements précédents, il n'avait été autorisé à pénétrer dans la chambre conjugale qu'une fois le lit refait, avec des draps bien propres, et Lucie apprêtait dans sa plus belle chemise de nuit, sa longue chevelure enroulée sous la coiffe de dentelle qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. Mais tout à l'heure, lorsqu'il avait entendu sa belle-mère déverrouiller l'espagnolette et ouvrir la fenêtre en grand, signe que tout était fini, il n'avait pas pu résister. Il s'était précipité, forçant la porte sans souci des protestations indignées des femmes. À présent, il le regrettait presque, saisi par le spectacle de ce lit dévasté qui suggérait moins le molle abandon après l'amour, quand les corps repus se cherchent encore dans le joyeux fouillis des draps froissés, qu'un âpre champ de bataille où le fracas des armes s'étant enfin tu, le guerrier sanglant et vaincu n'attend plus que la mort. Lucie ouvrit les yeux et lui adressa un sourire à peine esquissé dont la lassitude ne parvenait pas à dissimuler la fierté. Jep se souvint soudain de la raison pour laquelle il était là. Secouant son hébétude, il s'approcha du berceau de bois tourné qui avait été le sien et avant lui celui de son père et de son grand-père, et distingua un point minuscule et une touffe de cheveux drus et sombres sous un bonnet à volants. Tendant le cou, il fit un pas de plus et faillit trébucher sur une corbeille posée à même le sol de briques rouges vernissées. C'était un de ces couffins d'osier blond dont les femmes se servaient pour ranger, bien pliés, c'est au tourne-bélier pour le repassage, les draps et les chemises fraîchement lavées, gardant au cœur du tissu les senteurs de romarin et de fenouil que la tramontane qui les avait séchés avait arrachés à la garrigue. Celui-là avait été vidé de son linge,
et garni d'un coussin sur lequel se détachait le même point minuscule et la même touffe de cheveux sombres sous le même bonnet à volant que dans le berceau. Maître Joseph Fabrègue, que tout le monde à Rivesaltes salue avec respect et que les vauriens fuyaient comme la peste par peur de son fusil toujours chargé et à portée de main, resta un instant interdit sans oser comprendre. Ses yeux naviguaient, abasourdis, du berceau à la corbeille et de la corbeille au berceau, puis il cligna plusieurs fois des paupières comme un gamin devant un cadeau inattendu et qui se demande si ses yeux ne le trompent pas. Seulement le Dieppe n'était pas encore sûr d'avoir à se réjouir de la surprise que la vie venait de lui réserver. « Vous avez 2 beaux garçons, Dieppe !» Elle lui souriait de toutes ses gencives édentées, ce qui l'enlaidissait encore si c'était possible. Elle souffrait d'une maladie de peau couvrant sa joue gauche et son cou d'une multitude de verrues plates et molles qui faisaient que son visage semblait fondre comme la cire dans sa bobèche. Le destin, et une marraine peu perspicace, l'avaient affublée du doux prénom d'Angèle, mais personne ne l'appelait plus ainsi depuis bien des années, tant le contraste avec sa face de bougie finissante paraissait incongru même au plus rustre. La plupart préféraient ne pas la nommer, ils gommaient l'ange pour ne garder que le « elle », et tous comprenaient. Certains, plus impressionnables ou au cœur plus endurci, disaient la brouche, la sorcière, mais jamais en sa présence. Elle le savait, mais laissait faire avec un haussement d'épaules résigné. Elle ne leur en voulait pas de leur dégoût, elle-même avait renoncé depuis longtemps à se regarder dans une glace. Elle s'amusait même, en son fort intérieur, de voir que le sort facétieux avait décidé qu'aussi laide qu'elle fût, il ne pouvait se passer d'elle, car ses mains n'avaient pas leur pareil pour mettre un enfant au monde. Mis à part les notables rivesaltais qui avaient les moyens de payer le docteur à la moindre indisposition, toutes les femmes des environs l'appelaient dès les premières douleurs. Enfin, sauf l'Antoinette Mestre, la Tonia du Mas Blanc, qui se donnait des grands airs et qui avait exigé la semaine précédente qu'on attelât la charrette pour aller chercher le docteur à Rivesaltes, sous prétexte que la laideur belle pouvait faire peur au bébé. Oui, la petite était donc née sans frayeur, mais la Tonia avait souffert le martyre et plus d'un avait murmuré qu'à vouloir accoucher plus haut que sa condition, elle n'avait eu que ce qu'elle méritait. Paf. Lucie Fabrègue, elle, n'avait pas de ces caprices. D'ailleurs, quand la douleur vous taraude les reins et foille vos entrailles, même le plus horrible des monstres serait le bienvenu pourvu qu'il vous soulage et vous libère. Des baissons, Dieppe, vigoureux et bien constitués, le ciel bénit votre famille, insista la vieille femme. Dieppe lui rendit enfin son sourire. Le choc était passé. Que diable! Après avoir tant prié pour qu'on lui donnât un héritier, il n'allait pas se plaindre parce que Dieu lui en offrait 2 d'un coup. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va bien se rendre compte qu'avoir 2 petits garçons, c'est pas forcément tous les jours facile. À demain.